Yacine. Kelfa. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. J'ai décidé de prendre la fuite et je vous propose de vous échapper avec moi dans mon podcast. La fuite, ce sont des histoires qui nous éclairent. Le premier épisode de cette longue série qui traitera notamment de sujets autour de la santé mentale est consacré à la résilience. La résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Pour en parler, j'ai invité une psychologue très active, très suivie sur les réseaux sociaux. Française, elle exerce depuis Londres, le docteur Fanny Boer-Moti. Avec son expertise, elle sera accompagnée par Tariq Ramadan, théologien, écrivain, ancien professeur de l'université d'Oxford, qui nous fait le plaisir de mettre un peu de lumière sur cette question dont il est, on peut le dire, un spécialiste. En 1929, alors qu'il médite sur le krach boursier, Paul Claudel cherche à traduire un mot venu d'Amérique, resiliency. L'écrivain, mais aussi diplomate, doit réagir face à la crise économique et ne trouve aucune traduction française pour caractériser ce tempérament américain qui résiste à la crise, qui fait preuve de combativité avec bonne humeur de notre société. Le mot résilience ressort partout dans les librairies, les livres psychologiques, les manuels écologistes ou les romans. Les récents changements pousseront certains politiques même à utiliser ce terme. Nous avons Ségolène Royal qui a publié Résilience française en 2020. C'est ensuite Emmanuel Macron qui a enjoint les Françaises et les Français à retrouver, je cite, la résilience qui peut nous permettre de faire face aux crises à venir. Déclaration du président de la République qui lance l'opération Résilience devant l'hôpital militaire de Mulhouse en mars 2020. Fanny Boer-Moti, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes psychologue, vous intervenez depuis la City de Londres, mais avec des patients dans le monde entier. Vous comptez, j'imagine, beaucoup d'histoires, de récits de personnes qui ont atteint une forme de résilience. Comment ça marche, la résilience, docteur ? Alors, pour reprendre un peu ce que vous disiez dans votre introduction, la manière dont aujourd'hui on traduit la résilience, c'est finalement quelque chose qui est en l'être humain depuis la nuit des temps et qui lui permet de traverser ses épreuves, de traverser les situations de stress, de pouvoir tout simplement être en vie et de trouver dans une manière de vivre une certaine forme de sérénité ou de paix. Alors bien sûr, quand on voit l'existence que mènent les êtres humains, et puis vous le disiez, les histoires que j'ai pu avoir dans mon bureau, et puis même ma propre histoire à moi, il y a un effort à faire sur soi pour arriver à être dans cette forme de résilience. La résilience, si on se pose la question de comment ça marche, eh bien c'est une manière d'être et un rapport au monde qui finalement vous permet de rebondir, qui vous permet d'être toujours un peu connecté à l'instant d'après. Parce que le trauma, c'est quand on s'installe dans la douleur. Le trauma, c'est finalement le moment où on n'arrive plus à distinguer l'horizon, on ne voit plus son futur. Mais aussitôt qu'une personne, elle est connectée au projet suivant, elle est connectée finalement à l'avenir, elle est connectée à ce qui se construit, à ce que j'appelle l'instant d'après, on peut déjà parler de résilience. Alors la résilience, on n'est pas tous égaux face à ce terme-là, parce que certains vont avoir la chance de naître dans un environnement qui va leur permettre d'être d'emblée résilients, d'avoir tout de suite un regard sur le monde, empreint de cette résilience. Pour d'autres, ça peut être plus dur, mais ce qui est intéressant, et ce que je dis souvent, c'est que notre psychisme est en constant mouvement, et qu'en fait, par l'effort, par le travail sur soi, et par l'introspection, je suppose que nous en reparlerons, eh bien, on peut tous arriver à devenir des êtres résilients, des êtres finalement connectés à l'espoir et à la paix intérieure. Justement, Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, vous êtes professeur, vous avez enseigné à l'université d'Oxford. On vous a connu polémiste à la télé, mais vous êtes surtout écrivain. Vous avez écrit l'histoire de votre vie. Si je vous dis aujourd'hui, Tariq Ramadan, que vous êtes résilient, acceptez-vous ce qualificatif ? Merci d'abord de votre invitation.
je ne crois pas qu'il y ait un être humain qui ne traverse pas des moments ou d'autres par la résilience telle qu'elle est définie, c'est-à-dire la capacité de trouver en soi de quoi relever les défis, les épreuves, les souffrances, les blessures de la vie. Et donc, nous le sommes tous, et d'une certaine façon, on l'est tous aussi à la mesure de ce que l'on peut porter, de ce que l'on peut traverser. Comme Fanny l'a dit, on n'a pas tous ni les mêmes ressources, ni la même histoire, ni les mêmes blessures, ni les mêmes convictions, ou parfois même la même foi, ou la foi en soi, ou la foi au sens de la vie. Donc, pour ce qui me concerne, à plusieurs moments de ma vie, dans différentes situations, la résilience au sens où c'est cette... autant il y a une quête de sens qui peut aller à l'extérieur de soi, autant il y a une quête de force qui va à l'intérieur de soi, de ressources, de facettes de soi qui nous sont cachées et qui ne sont révélées étonnamment, paradoxalement, que par la blessure de la vie, que par euh, les larmes de notre vie ouvrent beaucoup d'horizons de lumière en notre cœur. Et ça m'est arrivé, et encore une fois, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus ordinaire en l'homme. La résilience en l'homme est aussi naturelle à l'homme que la souffrance l'est à la vie. Merci. Fanny Boermotti, justement, qu'est-ce qui peut nous faire dire que nous avons atteint le stade de résilience, vous, dans vos consultations? Qu'est-ce qui vous fait dire aux patients? Qu'est-ce qui ressort dans leur discours qui peut nous faire dire qu'ils ont atteint cette forme de résilience, cet état? Alors, dans ma pratique, j'irai rarement du côté, effectivement, de dire à quelqu'un qu'il a atteint une forme de résilience. Je constaterai la résilience, je la décrirai pour qu'il se voit tel qu'il est, avec cette force-là. Quand Tariq parle justement de ces forces intérieures que l'on a à chercher en soi, je pense que c'est le cœur de la question, finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est intérieur et qui permet la réparation. Il y a quelque chose qui est intérieur et qui permet le chemin. Et donc, finalement, dans le cadre de psychothérapie, c'est toujours très intérieur ce qui se passe. Donc, quand une personne arrive à trouver sa résilience, finalement, elle trouve sa paix et je n'aurais même pas besoin de le signaler parce qu'elle le ressent finalement qu'elle est arrivée quelque part. Jusqu'aux prochaines épreuves, parce qu'on est résilient sur une épreuve, on peut se savoir résilient de manière absolue, mais il y aura les autres épreuves, il y aura la vie et puis tout ce qui peut se passer dans une vie, parce que de toute façon, à partir du moment où on vit, on va être confronté à la mort, à sa mort. Pour certains c'est moins inquiétant que la mort des autres. En fait, on est confronté forcément à des choses douloureuses. Et aussi, pour reprendre ces notions de larmes, effectivement, quand on met un genou à terre, quand on tombe, quand on pleure, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas résilient, alors qu'en fait, ça fait partie de la résilience. Ça fait partie de la résilience d'être capable de pleurer et de regarder ce qui se passe dans ses larmes. Ça fait aussi partie de la résilience que d'avoir mal et de ne pas simplement juste se dire j'ai mal, d'essayer de comprendre en profondeur d'où vient la douleur, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. C'est pourquoi je dis souvent que les êtres qui font beaucoup d'introspection, qui cherchent à se connaître ou qui font des psychothérapies, c'est finalement des êtres que je trouve très forts. Et parfois, quand on me dit, quand certains ont l'impression qu'ils sont fragilisés par la verbalisation, l'introspection, fragilisés même par une démarche psychothérapeutique, c'est là où je dis finalement que nous, en fait, il faut être très fort pour descendre en soi, il faut être très fort pour se regarder face au miroir. Non pas que nous soyons des êtres laids, au contraire, parce qu'il y a du merveilleux en l'être humain, mais parce que tout simplement, bien se connaître, c'est aussi visiter les espaces d'ombre. Et donc, tout ce qui est un peu ce côté souffrance, ce côté larme dont parlait Tariq et qui existe en l'être humain, je pense que c'est la moitié de la résilience. Si vous acceptez de regarder, de traverser l'ombre, vous avez déjà en vous la décision, l'acceptation, et donc la suite du chemin, c'est cette résilience. Tariq Ramadan, en 2019, en septembre, vous avez publié Devoir de vérité aux éditions Presse Châtelet. Est-ce que l'écriture est aussi un moyen pour vous de passer les épreuves, de les traverser et d'atteindre justement cet état? Oui, je pense que, encore une fois, il faut qu'on... Vous avez dit dans votre introduction une chose qui était importante, c'est-à-dire qu'on parle partout de la résilience.
Au départ, d'abord, c'est un concept qui est apparu de façon constante dans la psychologie et dans des traités et des recherches de psychologie américains. Celui, à mon sens, peut-être que là, on ne sera pas d'accord, mais celui, à mon sens, qui a essayé et qui a réussi d'ailleurs à faire en sorte que la notion soit partout dans l'univers francophone, c'est plutôt Boris Cyrulnik, qui à un moment donné a effectivement fait en sorte que il a intégré ceci à sa thérapie, l'a emprunté à d'autres, l'a adapté aussi à ce qu'il considérait. Il a repris l'exemple dans la trajectoire historique de ceux qui étaient passés par les camps de concentration et de ceux qui étaient sortis. Et dans ma vie, encore une fois, je veux dire que ce serait trompeur de penser que seul le tremblement de terre de 2017, au moment où il y a eu des accusations, ensuite j'ai fait à peu près 10 mois de prison, 9 mois et demi, ça soit simplement ceci qui a été un moment. J'ai simplement formulé ceci par un livre, parce qu'effectivement, l'écriture, comme d'ailleurs, parce que l'écriture est une thérapie, parce que la solitude est une thérapie, parce que la méditation est une thérapie, parce que la prière est une thérapie, parce que tout ce qui est de l'ordre de la verbalisation de soi à soi ou de soi à autrui est une forme de thérapie, et même parfois le silence. Et donc, oui, effectivement, eh bien, j'ai eu plusieurs façons, si vous voulez, l'écriture en est une, de vivre ou de pouvoir traduire ce voyage à l'intérieur qui est celui de la recherche ou de la quête de ressources qui n'étaient peut-être pas immédiatement visibles ou qui ne m'étaient pas immédiatement visibles, qui ne m'étaient pas immédiatement accessibles, parce que c'est ceci qui est tout à fait troublant. C'est-à-dire, on ne se sait capable de la résistance autant que de la résilience que lorsque, à un moment donné, on est nu face à l'épreuve. En fait, pour savoir la force et les habits que l'on peut porter, il faut que parfois la vie nous mette à nu dans cette expression-là. Oui, le livre a été un moment important, mais encore une fois, je pense que nous avons tous 1001 moyens de pouvoir traduire cette capacité intime, intérieure, insoupçonnée, de pouvoir relever les défis de la vie, relever les blessures, relever les souffrances et relever les traumatismes. Tariq Ramadan, vous êtes également théologien. La résilience, elle est dans tous les livres qui concernent les religions monothéistes. Mais dans l'islam, je crois que c'est la Shifa. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que vous estimez que la religion musulmane a un certain rapport à la résilience? Mais en fait, toutes les spiritualités, en fait, je vous dirais que l'essence même du spirituel est, si vous voulez, ce que la résilience est au psychologique, c'est ce qui est la santé spirituelle pour la foi, pour le rapport au sens. C'est-à-dire que ce que la psychologie a conceptualisé par la résilience, c'est ce que toutes les traditions spirituelles, vous le trouvez dans la tradition ancienne, ancestrale, chinoise, dans le confucianisme, autant que dans l'hindouisme, autant que dans le bouddhisme, autant que dans les traditions ancestrales africaines. Tout ce que vous trouverez, par exemple, dans la sortie de soi dans les traditions bouddhistes, par exemple, et hindouistes, qui vous parlent justement de sortir de ce qui est le retour perpétuel de ce qui vous fait souffrir dans le temps. Cette sortie de soi, ce travail spirituel qui est de sortir du cycle de la souffrance, est une forme fondamentale de résilience. Dans la tradition juive, vous avez une notion qu'on retrouve dans les traditions chrétiennes et musulmanes qui est le tikkun. Et ce tikkun, c'est effectivement ce qu'on va appeler la réparation, c'est-à-dire qu'en fait, ce que nous retrouvons et que la tradition musulmane va si vous voulez,
traduire dans trois notions essentielles. Il y a le premier élément, c'est que dans le monde, l'être humain, autant que la nature, autant que la création, passe par un processus de détérioration continue et que l'action de l'homme, l'expérience de sa foi, par rapport à lui-même, parce que autant il fut innocent à sa naissance, autant il a lui-même en conscience et en décision, il va parfois à l'encontre de son innocence originelle, donc il est injuste avec lui-même, et tout ce qui lui est demandé en tant qu'être humain, c'est un travail de réforme, de retrouver la forme originelle, au point d'ailleurs que vous avez dans la tradition musulmane, seront sauvés que ceux qui reviendront à Dieu avec un cœur saint, au sens d'originel, au sens de premier. Donc tout ce processus-là, qui est vraiment le processus spirituel, il passe par là. Il y a une autre notion qu'on a totalement détériorée ou avilie ou transformée ou séparée de son sens originel, c'est la notion de djihad. Et le djihad, c'est effectivement ce travail que l'on fait de soi à soi, spirituellement, personnellement, avec la médiation de la conscience, pour trouver en soi les éléments qui vont exactement aller vers le mot que Fanny a utilisé tout à l'heure, à savoir la paix, c'est-à-dire trouver l'état de la paix. Encore une fois, ça ne s'évalue pas. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est déséquilibré, mais on peut reconnaître dans son cheminement des états d'équilibre. Et donc, ça, c'est une deuxième notion. La troisième notion, c'est celle que vous venez de nommer, à savoir Shifa, qui est traduit en général en termes de guérison, mais en fait, beaucoup plus fondamentalement, c'est l'état par lequel, en me retournant à l'intérieur de mon être, en voyageant dans mon cœur et dans mon paysage intérieur, je vais restituer l'équilibre des éléments. C'est-à-dire c'est un travail de restituer l'équilibre, parce qu'en fait, autant l'équilibre de l'innocence était inconscient au sens de non conscient à l'être, autant la conscience rend à la conscience des déséquilibres. Et autant donc le processus de shifa, de guérison, ça va être ce travail de permanent, en fait, ce djihad, parce qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de quête de l'équilibre sans travail, c'est-à-dire il n'y a pas de shifa sans djihad, et il n'y a pas de djihad sans l'expression fondamentale qui est la vie du cœur, la vie spirituelle. Donc vous voyez que tous ces éléments-là sont connectés. Et c'est aussi complexe tout ce que je viens de vous dire que tout ce que vous pouvez trouver dans les manuels de psychologie moderne, c'est-à-dire ce sens de la complémentarité des horizons est aussi ancien que la conscience de l'homme. Simplement, parfois, on a voulu faire en sorte que la psychologie instituée en disciplines séparées développe des notions qui seraient nouvelles. Or, ce qui est nouveau, c'est l'usage méthodologique de la notion, pas l'existence fondamentale de son sens. Justement, Fanny Boer-Motzi, Tariq l'a bien dit, c'est un processus dynamique, la résilience. Elle peut prendre diverses formes. En fait, ce n'est pas inscrit en soi, mais je crois qu'il y a des facteurs qui restent intrinsèques à l'individu et qui vont favoriser ce mécanisme. Est-ce que vous pouvez les raconter un peu, ces facteurs qui peuvent être un peu des accompagnateurs et qui peuvent amener à la résilience plus facilement, mais chez tous les individus finalement? Cette question pourrait déjà trouver réponse dans le fait que quand on observe les enfants, alors effectivement, quand on vient au monde, on peut dire que nous naissons en étant des êtres de besoin, mais avec ce besoin, il y a aussi une faculté vraiment propre à l'enfant d'être d'emblée résilient. Vous allez trouver des enfants partout dans le monde, vous allez les voir tomber, avoir mal, pleurer, se relever, puis courir et oublier la blessure.
vous allez pouvoir les voir, et je le vois beaucoup en observant mon fils. Vous allez pouvoir voir un enfant qui a une grosse crise et qui semble vraiment malheureux, et puis qui l'instant d'après sera de nouveau dans le fait de profiter, et l'état émotionnel négatif sera passé. Chez les adultes, quand on regarde, quand on observe un peu, par exemple, les crises de larmes, souvent on est marqué. Quand on a pleuré, et ça va mettre du temps à se dissiper. Quand on a été en colère, le corps prend la marque de la colère. Tout met beaucoup plus de temps à disparaître chez l'adulte. Donc, on pourrait dire qu'en fait, dans l'enfance et chez l'enfant, il y a des aptitudes à cette résilience. Les aptitudes à cette résilience, je dirais que c'est déjà un rapport au temps, un rapport au fait d'être ancré dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés dans une angoisse du futur, et le passé n'est pas un rappel anxiogène. Ceci est une déformation, on va le dire ainsi, de l'âge adulte. Effectivement, à l'âge adulte, le passé peut être un poids quand on n'a pas encore commencé à travailler sur son passé, et puis on peut avoir commencé à travailler sur son passé, et le passé peut quand même être toujours un poids. De même, le rapport au futur, souvent les adultes peuvent avoir un rapport au futur erroné, craintif. Il est beaucoup plus difficile d'être positif que négatif, non pas parce que la vie est négative, parce que finalement, en fait, il y a des choses extrêmement belles qui se passent sur cette terre, ne serait-ce que les émotions, ne serait-ce que la nature qui nous entoure, ne serait-ce tout ce que les hommes sont capables de faire. En fait, parce que nos cerveaux d'adultes sont presque conditionnés à chercher à voir le négatif ou à craindre le négatif. Et donc, pour revenir sur les facteurs de résilience qui sont universels et communs, qu'on trouve à la petite enfance et qu'on peut trouver à l'âge adulte quand on est résilient, c'est être bien ancré dans l'instant présent. Je dirais que c'est aussi un rapport à la solitude, comme le disait Tarek tout à l'heure, qui ne va pas forcément de soi, parce que certains peuvent détester être seuls, par exemple, mais il est vrai qu'arriver à être tranquille avec soi, arriver à être tranquille avec ses pensées, arriver à avoir un rapport au temps de solitude qui ne vous rende pas un être esseulé, qui vous rend un être en fait profond, connecté à soi. Tout ceci contribue à pouvoir finalement vivre une vie et on sent qu'on a des ressources intérieures. Après, je pense que ce qui est aussi très important, c'est finalement de toujours faire venir de l'oxygène dans votre pensée. Cet oxygène, c'est par exemple tout ce qui est le côté savoir, bien se connaître, connaître ses concepts. C'est un peu ce que vous proposez, Yacine, aussi. Finalement, qu'on fouille ensemble certains concepts clés de la spiritualité ou de la psychologie. Mais c'est aussi faire venir de l'oxygène de discussion avec d'autres, faire venir de l'oxygène par de la musique qu'on pourrait écouter et puis qui pourrait faire du bien l'espace d'un temps, ou se connecter à la nature, ou être dans de la méditation, de la contemplation. Souvent, les êtres qui ont mis dans leur vie des temps de pause, des temps de solitude, et puis des temps aussi, pour ceux qui sont croyants, de prière, donc d'instant avec soi-même, on peut voir que c'est des êtres très, très solides. Et puis après, universellement parlant, alors ça n'engage que moi, je ne sais pas si ça a encore vraiment été théorisé, mais je vais le poser aujourd'hui, je pense qu'un des gros facteurs de résilience, c'est les épreuves en elles-mêmes. Parce que moi, j'ai déjà remarqué que les personnes qui avaient vécu de grosses épreuves, quand on les entend parler, quand on voit ce qu'elles sont capables de transmettre de la vie, quand on voit comme elles sont capables de prendre une place différente dans l'existence, l'espèce de sagesse qui peut finalement découler des épreuves, c'est là où moi, personnellement, je me dis, mais quelle résilience en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'épreuve, parce que parfois, c'est l'épreuve qui est à la fois la clé et à la fois le chemin. Finalement, ces temps dont vous parlez, ces temps de pause, ont été imposés à beaucoup de gens dans le monde avec les confinements répétitifs et les récents tournants qu'ont pris nos sociétés avec la crise du Covid-19. Tariq Ramadan, pour vous, pourquoi des personnalités politiques comme Emmanuel Macron utilisent maintenant ces termes de résilience pour essayer de communiquer et de permettre une sortie de crise pour les concitoyens? Pourquoi, selon vous? Écoutez, je pense que de la même façon que vous vous arrêtez vous-même sur la notion et vous essayez d'en comprendre le sens, le contenu et les perspectives, il y a avec chaque notion une connotation qui l'accompagne. Or, la connotation de la résilience est une connotation positive. C'est une connotation positive parce qu'elle fait appel à cette capacité qu'a la femme et l'homme, l'être humain, de relever les défis, relever la réalité de blessures, de traumatismes, d'échecs même, et de difficultés, de souffrances. Or, il est évident que sur le plan international, en particulier en France, mais sur le plan international,
cette période de confinement ou de confinement au pluriel répété a été douloureuse pour certains. Elle a eu son lot de tristesse avec des personnes qui sont parties, des morts, des personnes qui ont vécu la solitude, beaucoup de violences, parfois à l'intérieur des familles, des divorces, des séparations et la mort. Donc tout ceci, il le renvoie à quelque chose en disant, voilà, pour encourager le peuple, pour encourager la population, pour poursuivre le cheminement, il fait appel à une notion qui a une connotation fondamentalement positive et a raison, c'est vrai qu'elle est positive. Et je dirais une chose aussi qui est importante dans la discussion que vous venez d'avoir avec Fanny, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a de résilience à vivre que quand on est conscient. C'est-à-dire que quand on voit les enfants, ils sont résilients sans le savoir. Et qu'en fait, la conscience de la résilience donne du sens aux mots. C'est-à-dire que c'est à partir d'un certain âge, l'âge de la raison, l'âge adulte, que finalement, il faut que nous portions en mots, en verbes et en sens ce que notre nature humaine portait en innocence, en nature et en réalité. Et c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience de soi, avec la conscience de soi, naît une certaine ignorance de nos potentiels. Et c'est pour ça que vous trouverez les plus grands philosophes, même les plus grandes psychologies, même les plus grandes philosophies, ils disent, mais retournez à l'origine, vous allez trouver à l'origine non pas la faiblesse de l'enfant, mais la force de la survie. Après, nous, on y a donné des mots, évidemment, parce qu'il faut donner des mots à ce que parfois on vit naturellement. Et là, de ce point de vue, eh bien, c'est un mot qui a une connotation qui nous renvoie à cette capacité que nous avons de relever le défi de la vie ou les défis de la vie. C'est tout naturellement qu'un président qui voit que la population vit et a mal vécu et continue à mal vivre les différents confinements et leurs conséquences, eh bien, il les rappelle à cette notion positive en disant, en fait, vous y êtes arrivé et vous avez encore en vous une force insoupçonnée qui pourrait vous permettre d'aller encore plus loin et nous allons y parvenir ensemble. C'est ça son message finalement. Et je pense que c'est un beau message et une bonne manière de terminer ce podcast, vous l'aurez compris. Il faut écouter pour déconstruire et déconstruire pour reconstruire, mais il faut aussi expliquer qu'il y a autant de process de résilience que d'êtres humains. Chacun d'entre nous, finalement, sa propre manière de fonctionner et d'atteindre cet état de résilience. Je remercie Fanny Boer-Moty pour son expertise. Merci à vous, Dr Moty. Et je remercie Merci à vous. Et je remercie Tariq Ramadan pour ses éclairages et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires qui nous éclairent.